Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En quelques années, le rêve du streaming s'est finalement retourné. Ce qui devait être une révolution de la liberté devient une guerre, en fait, d'enfermement. Chaque plateforme construit ses murs, verrouille ses contenus, enferme ses spectateurs. Le mot plateforme, jadis synonyme d'ouverture, devient synonyme de jardin clos. Vous savez, les films, attention, dans 15 jours, ce film va disparaître. Mais attends, non, c'est pas juste, j'ai commencé à le regarder. Voilà. L'utopie de l'accès universel s'efface derrière la stratégie du monopole. Et au centre de cette bataille, une certitude s'impose. Le vrai pouvoir n'est plus dans les studios, ni dans les salles, ni dans les télévisions. Il est dans les serveurs, dans ces fermes de données où circulent jour et nuit les histoires du monde. Netflix, on peut le dire, a changé la façon dont on regarde les images. Mais à présent, c'est elle qui doit se battre pour que nous la regardions encore. Elle a inventé la modernité, sauf que la modernité lui échappe déjà. Et oui, les révolutions mangent toujours leurs enfants. Les concurrents la talonnent, les abonnés s'éparpillent, les coûts explosent. Alors Reed Hastings prépare sa dernière transformation, une mue aussi discrète que décisive, celle où Netflix cesse d'être donc une plateforme de diffusion pour devenir un système d'intelligence culturelle globale. Et c'est là que commence le dernier chapitre de cette révolution, l'ère de l'algorithme roi, de la production prédictive et du streaming sans frontières. Pendant longtemps, on a cru que Netflix c'était une entreprise de divertissement, un fournisseur d'histoires, un marchand de séries, un passeur de films. Mais donc, à mesure que les années passent, une réalité s'impose. C'est pas seulement un média, c'est une infrastructure de l'imaginaire. Un système mondial d'observation, de calcul, de création, où la frontière entre la technologie et la culture s'efface peu à peu. Et là où Hollywood fonctionnait sur le pari, Netflix fonctionne donc sur la prédiction. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous disais tout à l'heure. Les bureaux de Los Gatos ne ressemblent pas à des bureaux de producteurs traditionnels à Hollywood, mais plus à ceux d'un laboratoire. Vous avez des ingénieurs, les anciens statisticiens qu'on appelle maintenant des data scientists, des spécialistes de neurosciences qui travaillent aux côtés de scénaristes et de réalisateurs. Leur but, c'est comprendre le plaisir, décoder la mécanique, mesurer la durée, non plus raconter une histoire, mais fabriquer l'envie d'en entendre une autre, ou d'en regarder une autre. Et c'est là toute la différence entre le cinéma d'hier et le streaming d'aujourd'hui. Il y en a un qui voulait émouvoir et l'autre qui veut retenir. Dans cette nouvelle économie de l'attention, le temps devient la monnaie. Et Netflix, qui a bâti son empire sur la maîtrise du temps, perfectionne justement sa science. Ses algorithmes savent à quel moment un spectateur décroche, quand il met pause, quand il revient, quand il abandonne une série. Ils savent que le premier quart d'heure est crucial, que les 10 dernières minutes décident de la fidélité. Alors les récits se modifient en fonction. Les intrigues s'accélèrent, les cliffhangers se multiplient. Les cliffhangers, c'est justement les fameuses 10 dernières minutes qui donnent envie de regarder celle d'après. Les héros meurent plus vite, les émotions sont condensées, le rythme du monde est devenu celui du flux. J'ai appris par des amis que beaucoup de gens regardaient Netflix en accéléré, les films en accéléré. C'est totalement dingue. J'ai même appris que certains écoutaient les podcasts en accéléré. Ça donne vraiment envie de continuer dans ce monde, franchement. Mais cette adaptation continue malgré tout de créer un paradoxe. Plus Netflix s'ajuste à nos goûts, plus nos goûts se figent. Le hasard disparaît, la surprise s'érode, le plaisir devient prévisible. Et dans cet univers de confort total, une question émerge qui inquiète. Est-ce qu'on est encore libre de nos envies ? C'est plus seulement une affaire de cinéma, là. C'est vraiment une affaire de civilisation et c'est pour ça que j'ai fait cette émission. On parle d'histoire, on parle de, même si ça n'a que 15 ans, on parle de civilisation. À travers Netflix, c'est tout un modèle culturel qui se redéfinit. Le cinéma, qui était un art du collectif avant, devient un art, voire un acte individuel. On ne rit plus ensemble, on ne pleure plus ensemble. On regarde, seul, avec un casque sur les oreilles, dans la lumière bleue d'un écran. Si vous prenez le métro à Paris ou dans les grandes villes, vous regardez les gens, il n'y a plus une personne qui a un livre en main, toutes sont avec leurs écouteurs et leur écran à regarder, on dirait des zombies. C'est exactement ça. On ne rit plus ensemble, on ne pleure plus ensemble, c'est comme ça. Le cinéma de salle faisait de nous un public. Aujourd'hui, nous sommes des utilisateurs. Et pourtant, ce changement ne détruit pas le récit.
Évidemment, il le transforme. Et faut pas croire que je regarde pas. Je regarde comme tout le monde et j'adore ça comme tout le monde. Dans les rues de Séoul, à Bombay, à Paris ou à Lagos, où vous voulez, les créateurs tournent désormais pour Netflix. Ils filment leur réalité locale, leurs mythes, leurs drames, leurs rêves. Et ces récits, traduits, diffusés, deviennent universels. Une série, je prends l'exemple, la série sud-coréenne, la Squid Game, que personnellement je déteste, Squid Game, bouleverse le monde entier. C'est pas malgré sa culture, c'est grâce à la culture. Vous savez, c'est un jeu brutal, extrêmement brutal, complètement idiot, vraiment profondément ancré dans la société coréenne. Je dis pas que la société coréenne est idiote, c'est pas ce que je dis, mais ça devient le miroir d'une espèce de capitalisme global. C'est le paradoxe sublime, si vous voulez, de Netflix. En uniformisant la diffusion, en fait, elle a involontairement libéré les voix locales, si vous voulez. Mais ce jeu est absurde. Enfin bref. C'est incroyable le nombre de personnes qui ont suivi ça. Derrière cette diversité qui pourrait être apparente, c'est toujours le calcul. Squid Game doit répondre à des indicateurs de performance, à des algorithmes de recommandation. Le succès d'une série ne se mesure plus donc en émotion ou en critique, mais encore une fois, en temps de visionnage, en taux de rétention, en nombre de partages. Le plaisir devient un chiffre, et le chiffre devient une loi. Ne vous y trompez pas. Pardon pour la parenthèse que je vais faire là, mais ne vous y trompez pas, c'est la même chose dans tous les domaines, y compris en politique. Donc Netflix n'a pas seulement transformé le marché du divertissement, elle a inventé une nouvelle manière de penser la création. Les récits sont testés, optimisés, ajustés, l'art devient une science appliquée à l'attention humaine. Cette fusion entre technologie et création, c'est celle de l'intelligence artificielle créatrice. Parce que ça, c'est demain. C'est-à-dire que bientôt, on n'aura même plus besoin de comédiens, etc. Netflix n'aura plus qu'à commander, à faire un prompt sur une IA. Et puis, à la va comme je te pousse, ça va nous sortir des séries qui seront déjà pré-mâchées, pré-vendues, pré-digérées, pré-vomies, j'allais dire. Et déjà, Netflix, effectivement, expérimente des outils capables de générer des synopsis, d'analyser des scénarios et de prédire les réactions du public. On y est. Les modèles linguistiques simulent des dialogues, évaluent les émotions, suggèrent des arcs narratifs. Demain, vous aurez peut-être des systèmes qui écriront eux-mêmes des séries entières, calibrées pour plaire, prêtes à être tournées. Et si on va jusqu'au bout de la logique, on peut se dire que petit à petit, on n'aura plus le temps de tout regarder. Et comme on le fait parfois avec des livres ou des documents, on va demander à une IA de nous résumer. Eh bien, on demandera à une IA de nous résumer la série ou le film qu'une IA a créé. Et ce monde aura fait le tour complet dans l'absurde. Alors est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter ? C'est pas mon problème, c'est pas à moi de le dire, c'est comme ça. L'histoire de Netflix, c'est pas celle d'un empire malveillant non plus, c'est celle quand même d'une entreprise. Reed Hastings voulait pas manipuler le monde, évidemment, il voulait le comprendre, mais à force de vouloir le comprendre, finalement, il l'a modélisé. Et dans cette modélisation, il a capturé quelque chose de plus grand que la télé, c'est l'attention humaine. Donc maintenant, vous savez que tout est mesurable. Qu'est-ce que la culture quand elle n'a plus de frontières ? Ça, on peut se poser la question. La réponse, vous pouvez la faire chez vous, bien entendu. On est dans un monde fascinant, c'est vrai, extraordinaire, mais tellement fragile, parce que si la technologie peut raconter nos émotions, il lui manque encore quelque chose que les algorithmes ne possèdent pas, le mystère. Et c'est peut-être ce fameux mystère que nous cherchons encore chaque soir quand on lance Netflix. Non pas un film, non pas une série, mais le frisson d'un sens inattendu. L'instant où une fiction, née d'un code ou d'un cœur, nous rappelle que malgré tout, on reste humain. Ça vous est certainement arrivé, les fameux soirs pourris où on cherche pendant 2 heures ce qu'on peut regarder, puis finalement, au bout de 2 heures, c'est comme si on avait regardé un film, on n'a pas choisi, on n'a pas trouvé, on est là comme des veaux devant un catalogue tellement important qu'on n'a même plus d'envie, parce que plus rien ne nous provoque d'émotion. Alors, au début, je posais la question, que devient le cinéma quand il n'a plus besoin du cinéma ? On a vu comment une simple idée, des DVD envoyés par la poste, est devenue un empire mondial. Je ne vais pas dire que Netflix a détruit le cinéma, loin de là, mais ça doit nous faire réfléchir sur notre propre désir de sens, encore une fois. Un désir que ni les algorithmes, ni les plateformes, ni même les machines ne pourront, j'espère, jamais totalement épuiser. Donc la prochaine fois que vous lancerez un épisode, souvenez-vous, derrière l'écran, il n'y a pas seulement un serveur, il y a toute une époque qui s'y reflète. C'est la nôtre, c'est la vôtre, c'est la même que tout le monde. L'histoire d'un monde qui, pour la première fois,
regarde son propre regard, donc se regarde lui-même. C'était intéressant de faire un petit retour historique sur les 15 dernières années d'une entreprise qui a révolutionné le monde de l'image. Salut, on se retrouve la semaine prochaine. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.